Bonjour et bienvenue pour ce numéro 2 du Journal des Fouilleurs. On tenait à vous remercier parce que le numéro 1 a été un grand succès avec plus de 5000 vues en moins de 1 mois. Ici, on se retrouve sur la plage en Bretagne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout simplement vous présentez des articles qui sont liés à la prospection de plage, comme cette Gamat à Manche, le premier extracteur de plage 100% français qui vous permet de tamiser le sable dans les rivières ou à la plage. On va aussi vous montrer comment régler l'effet de sol sur le T2 et le G2 de Technetics à la plage. C'est une question qui est récurrente, donc après ça, vous n'aurez plus de soucis. Mais aussi la plage, c'est la Bretagne. La Bretagne, vous avez vu, il y a les bonnets rouges, c'est un mouvement de désobéissance civile qui est en train de gagner toute la France. Et nous, on trouve ça légitime. Et puis un bonnet rouge, franchement, j'ai bien envie d'en mettre un. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez sûrement lu un des nombreux articles qui sont parus dans les quotidiens locaux et surtout dans le Parisien, où on parle de 10 000 prospecteurs qui sont tous des pilleurs, qui détruisent le patrimoine. Et ça, c'est absolument honteux. On ne peut pas laisser dire ça. Donc, on va vous en reparler à la fin de l'émission. On va commencer par vous montrer la trouvaille du mois. Ensuite, on va vous montrer comment régler l'effet de sol sur un T2 et un G2 à la place. Ensuite, on va vous parler des pendants médiévaux et des vervelles. Et pour finir, on va revenir un petit peu sur ces articles complètement aberrants. Mais tout de suite, les news. La première news de ce mois-ci, elle concerne ce petit adaptateur. Il vous permet tout simplement de relier n'importe quel disque à votre Eurotech. Il faut savoir qu'un des seuls défauts de l'Eurotech, qui est vendu 189 € et qui est le meilleur détecteur pour débuter, c'est qu'il ne peut pas avoir d'autres disques en fait. Et grâce à cette petite prise en fait, qui est vendue 29 € à la boutique du Fouilleur, vous pouvez mettre tous les autres disques de la marque Technetics, sauf ceux compatibles avec le T2. Vous pouvez mettre ceux de l'Alpha, du Delta, de l'Eurotech Pro, du Gamma, de l'Omega et du G2. Vous pouvez aussi lui adjoindre les disques de la marque Detect, les disques grande profondeur SEF et Ultimate 33 cm. Tout ça pour un petit adaptateur à 29 €. Que demande le peuple? Grâce à lui, vous pouvez aussi acheter votre Eurotech avec directement un disque Ultimate 33 cm, c'est le pack grande profondeur et ça vaut 350 €. La deuxième news de ce mois-ci, c'est la BD de notre ami Canyon qui, enfin, après 18 mois, vient d'arriver. Alors, il faut savoir que c'est un produit qu'il faut vraiment mettre en avant parce que David, il s'auto-édite. Elle est vendue 10 € et c'est le fruit de plus d'1 an et demi de travail. Vous pouvez retrouver ses planches dans le magazine Le Fouilleur et dans d'autres magazines de détection. David, il est tellement sympa qu'il fait aussi les avatars de certains prospecteurs, il illustre certains sites, tout ça bénévolement. Aujourd'hui, c'est le moment de lui renvoyer la barque, tout simplement, et d'acheter sa BD parce que déjà, elle est très bien dessinée, 2, elle est très drôle. Et à titre personnel, je souhaitais le remercier pour son travail dans le magazine Le Fouilleur, pour sa gentillesse. Et puis aussi pour la petite dédicace très sympa qu'il m'a envoyée, qui est adressée à ma femme et à moi, parce qu'on s'est mariés il n'y a pas longtemps. Et je le remercie de tout cœur et je lui souhaite bon vent pour son projet. Et rendez-vous dans Le Fouilleur 48 avec sa prochaine planche. La troisième news de ce mois-ci, elle concerne l'extracteur à manche. L'extracteur à manche vous permet de tamiser le sable et les rivières. Jusque-là, les Gamat ou extracteurs à manche, on en avait deux types. On avait la marque Minelab qui en faisait une et on retrouve les mêmes aussi sur eBay. C'est excellent pour tamiser le sable. Par contre, pour tamiser un fond de rivière qui est le sol le plus difficile qu'on puisse trouver, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que pour creuser ce genre de sol, il faut pouvoir appuyer dessus avec son pied. Et malheureusement, ce type de Gamat n'était pas assez résistant. On pouvait en trouver cependant en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, ça coûtait 190 € avec le port. Il fallait parler anglais pour les commander. Aujourd'hui, grâce au Fouilleur, on a le premier modèle fabriqué en France. La Silver Scoop, elle est vendue 149 €. Elle a été conçue par Muddy Diver, notre spécialiste de la plage. Elle a des dents qui permettent d'entrer sans problème dans le sol. Elle a un large tamis qui est facilement accessible. On peut tout de suite trouver sa trouvaille. Elle est entièrement en inox, donc elle rouillera jamais. Elle est vendue seulement 149 €, donc c'est-à-dire qu'elle est moins cher que ce qu'on peut trouver à l'étranger et c'est la seule qui est disponible en France. Vous pouvez la trouver dans la boutique du Fouilleur. Jusque-là, pour fouiller dans les mares, sous les ponts ou dans les puits, vous étiez condamné à l'aimant. Le problème de l'aimant, c'est qu'il peut rester coincé au fond, sur un gros ferreux, et qu'il justement, il ne remonte que les ferreux. C'est un peu limité. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de reprendre un accessoire qui se faisait dans les années 90 dans un magasin parisien, qui malheureusement a disparu, c'est le crochet de puits. Nous, on l'appelle la griffe du diable. Qu'est-ce qui vous permet de faire? Tout simplement de remonter tous les objets métalliques ferreux et non ferreux qui se trouvent au fond des puits ou sous l'eau. Cette griffe du diable est tellement précise que si vous faites l'essai, vous pourrez voir qu'elle remonte une petite pièce posée sur le sol. Donc c'est vraiment un accessoire indispensable, bien plus pratique que les aimants. Il est vendu seulement 149 € à la boutique du Fouilleur. Vous pouvez voir une vidéo qu'on a fait avec Muddy Diver qui vous montre comment ça fonctionne au fond d'un puits.
Ce mois-ci, finalement, on a un nouveau concept à vous présenter, ça s'appelle la Minute Express du Fouilleur. Dans la Minute Express du Fouilleur, on réagit en 1 minute à une actualité sur la détection de métaux, à un nouveau produit où on vous donne un conseil technique. On va vous montrer tout de suite la première Minute Express dédiée à l'Eurotech. Vous pourrez les retrouver sur le Fouilleur TV, sur notre forum ou sur nos chaînes YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Pour cette première trouvaille du mois, nous allons vous présenter une fabuleuse masse d'armes trouvée par Knacky Ball. Il y a 3 mois, notre ami et fidèle lecteur Knacky Ball a déniché dans un bois des Yvelines ce qui se révèle être une fabuleuse masse d'armes en bronze. Le métal employé laisse bien évidemment penser à une arme de l'âge du bronze, mais sa forme plus allongée renvoie hélas à la période médiévale. Le problème est qu'à cette époque, ce genre de masse d'armes en bronze est plutôt d'attribution perse. Or, ça n'aurait rien à faire dans un bois de la région parisienne. Il nous a été quasiment impossible de trouver trace d'une telle arme en France ou en Angleterre. On trouve des exemplaires similaires dans l'encyclopédie Viollet-le-Duc au 19e siècle, mais bien évidemment, ils sont en fer. Balsa, lui, il est venu d'un musée italien qui a confirmé la datation du 13e-14e siècle. C'est un artefact très rare. Pour la petite histoire, elle a conservé des morceaux de son manche en bois. Incroyable, non? Est-ce que vous croyez à la loi des séries? Eh bien, figurez-vous qu'un exemplaire similaire a été trouvé quelques semaines plus tard par l'un de nos fidèles lecteurs, Fischer77, dans une forêt de Seine-et-Marne. Et croyez-moi, de mémoire de prospecteur, on n'avait jamais vu de telles masses d'armes en bronze médiévales trouvées sur un forum de détection en France. Habituellement, en terre intérieure, quand on démarre son T2, on va dans le menu discrimination et puis on fait ses propres réglages. Ici, si on passe directement sur ce menu-là, le détecteur est complètement chantant. Donc, on va aller dans le menu tout métaux. Et en tout métaux, on va aller sur manuel CG. En théorie, en poussant la gâchette comme ça et en pompant sur le sol, il devrait se calibrer. Mais Ça c'est le mode semi-automatique, le ground grab. Il a beaucoup de mal. Normal, le terrain est trop minéralisé, il y a du sable noir en dessous. Pas. Donc nous, on voyait qu'on avait un effet de 90, on passe pas, donc on va le descendre à la main. Là tu passes en réglage vraiment 100% manuel. Ok. Et en général sur ce type de terrain, on arrive à travailler avec un réglage de 20. Alors à 20, on est légèrement instable. Voilà. En repassant en mode discret, vous voyez, le détecteur il est légèrement instable. Sauf que là on a une cible. Pour le test on a mis une cible. Mais voilà. Écoutez. Mais le détecteur il est parfaitement utilisable. Si vous voulez vraiment un détecteur stable et sans faux signaux, il faut descendre jusqu'à 0. Mais vous allez perdre en performance. Mais c'est ce que la plupart des utilisateurs font. Donc montre-nous comment on passe à 0 alors. Alors il faut revenir hop, dans le mode manuel. Enfin tout métaux. Manuel machin. Et là. Hop. On est au rejet des effets de sol au maximum. Et là, le détecteur il est complètement stable. Ouais, il fait plus un bruit. Par contre, faut pas oublier de repasser en mode discret et là. Après, pour la mode discret, vous repassez ici et là vous êtes de retour en discret. Et les performances restent bonnes. Hein. Restent bonnes. Mais si vraiment vous voulez. Non plus, hein. Ah, c'est pas un Sovereign non plus, mais si vraiment vous voulez
Le maximum de performance, on vous conseille de mettre un léger seuil sonore et de repasser à 20 d'effet de sol. Pour ce numéro 2, nous avons choisi de vous parler des vervelles et des pendants de harnais. Dans les numéros 46 et 47 du Fouilleur, nous avons rédigé un dossier complet de 20 pages sur les pendants médiévaux et les vervelles. Les prospecteurs assimilent souvent à tort tous les pendants de harnais à des vervelles. Or, ces dernières sont des artefacts trouvés très peu communément en détection. La vervelle est un type bien spécifique de pendant, puisqu'il s'applique essentiellement au domaine de la fauconnerie. Le mot vient du latin veru, signifiant tourner. La vervelle est en fait un anneau fixé aux courroies qui tenait les oiseaux par les pattes, portant les armes de celui à qui l'oiseau appartenait. Il semblerait même que le terme vervelle identifie simplement l'anneau dans lequel la lanière retenait le faucon, comme le prouve la définition donnée dans l'encyclopédie métautique de 1794. On trouve trace écrite des vervelles dans de nombreux ouvrages, allant de la fameuse princesse de Clèves aux extraits de contes royaux dans lesquels, en 1350, est fait allusion à 13 vervelles d'argent doré et émaillé des armes de France pour les faucons du roi. Les véritables vervelles sont-elles très rares à trouver, car les corps des oiseaux morts étaient généralement ramenés après les chasses. Il est donc quasiment impossible de les localiser à l'aide d'un détecteur au hasard d'un champ. Voici un exemple de vervelle post-médiévale portant la mention John Talbot, ce qui veut dire John Talbot. Il a été trouvé en Angleterre. D'autres types, en forme d'anneaux, permettent d'attacher les lanières en cuir entre les pattes de l'oiseau de proie et donc aussi, d'après les spécialistes anglais, ont une fonction utilitaire. Ce sont les ancêtres des bagues modernes. Vous comprenez que ce qu'on considère comme des vervelles se révèle être en fait de simples pendants de harnais. Un pendant de harnais est un élément de harnais de cheval à valeur uniquement décorative. Les premiers exemplaires remontent à l'Antiquité. On les trouve sur des chevaux de cavalerie romaine. Nous allons nous concentrer ici sur les pendants médiévaux. Les premiers pendants avec armoiries sont apparus au XIIe siècle et étaient de forme ronde. Ils étaient suspendus à la lanière le long du poitrail du cheval, puis plus tard à la tête ou à la croupe. Le pendant se compose de deux parties, la suspension rivetée dans le cuir de la lanière, qui peut prendre la forme d'un clou avec crochet, d'un anneau ou d'une platine, certaines étant même émaillées, et la plaque en elle-même qui peut être dans l'alignement de la suspension ou alors déportée. Les plaques adoptent bien entendu plusieurs formes, rectangulaires, rondes, en losange ou en forme d'écu. Elles se révèlent ensuite bien plus complexes et travaillées. Les premiers pendants émaillés sont eux apparus à partir du XIVe siècle. Ils adoptent généralement une forme de bouclier. On en trouve aussi en losange ou en quadrilobe. Il est difficile d'identifier les blasons des pendants car ils sont souvent abîmés. Plusieurs familles pouvaient aussi utiliser les mêmes armoiries. On retrouve des pendants avec des blasons dans toute l'Europe de l'Ouest. De nombreux types sont semblables d'un pays à l'autre et notamment de la France à l'Angleterre. À partir des XIIIe et XIVe siècles, l'héraldique est à son apogée. Il est important pour les grandes familles de distinguer leurs gens ou leurs armes d'armes grâce aux boucliers présents sur leur blason. Chaque armoirie, de par ses symboles et les couleurs utilisées, témoigne du rang, des ancêtres et du statut de la famille. Par un système complexe de division du champ de l'écu, elle permet de rendre compte des évolutions matrimoniales d'une famille, indique ses alliances, ses allégeances et délivre toutes sortes d'informations sur l'environnement social et culturel du porteur de l'armoirie. Ainsi, de par leur taille et leur conception, certains petits pendants en forme d'écu ont très bien pu être placés sur des chiens ou des oiseaux de proie, et on les confond avec des vervelles. Mais là encore, il s'agit de pure supposition au regard de toutes les réserves émises précédemment. On espère que grâce à ce dossier artefact, vous aurez compris quelle est la différence entre une vervelle, qu'on trouve très peu en détection, et un pendant de harnais. Je vais profiter de ce numéro 2 du Journal des Fouilleurs pour passer un petit coup de gueule et faire une mise au point. Vous avez sûrement lu les articles qui sont parus ces derniers jours dans Le Parisien ou des quotidiens locaux comme Le Bien Public ou alors dans le sud de la France ou en Bretagne. Et tout simplement, ils nous assimilent à des pilleurs. Tous les prospecteurs sont des pilleurs, et ça c'est inadmissible. C'est rempli de contre-vérités, de parti pris, de fausses informations, donc nous on ne peut pas laisser passer ça. C'est pour ça qu'avec plusieurs magasins, dont IDS à Paris, Alain Clorel, que vous connaissez tous, qui est un peu le grand-père de tous les prospecteurs, ça fait très longtemps qu'il fait ça, mais on a décidé de faire une petite tribune qu'on va envoyer à tous ces médias pour rétablir certaines vérités sur la détection de métaux. Et justement, on va vous faire un petit résumé de ce texte en vidéo. Ça dure une dizaine de minutes.
Tout d'abord, non, tous les prospecteurs ne sont pas des pilleurs. La détection sur site archéologique, c'est l'apanage d'une infime minorité de bandits, tout comme les vols sur les chantiers de fouilles sont à mettre au crédit d'une minorité d'archéologues ou de conservateurs véreux. Il y a des brebis galeuses de chaque côté, dans chaque communauté. Mais de là à stigmatiser tous les membres de cette même communauté pour les mauvais agissements d'une poignée, c'est complètement injuste. On avait déjà expliqué ça lors d'une interview il y a quelques années pour la fête du patrimoine. Et on avait dit que malheureusement, nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des agissements d'une minorité. C'est injuste de faire cela. Il serait injuste aussi de dire que tous les chasseurs sont des viandards ou des braconniers, ou alors que tous les archéologues sont sectaires ou des voleurs. Non, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Non, toute cette campagne qui dénigre la détection de métaux depuis quelques années, elle a un seul but, c'est de nous monter les uns contre les autres. Toute cette campagne, elle a commencé il y a 5 ans avec la création d'une association de quelques bénévoles en archéologie afin de parler d'eux et de trouver des chantiers car ils n'en trouvaient pas. Voyant que cela fonctionnait, ces pieds nickelés de l'archéologie, comme nous les appelons, et vous allez comprendre pourquoi, utilisent des méthodes absolument honteuses pour se débarrasser de nous. Alors, on va commencer. Ils inventent des faux pillages. Ils font des fausses ventes sur eBay ou sur le Bon Coin de trouvailles archéologiques. Ils marquent « c'est trouvé en détection, je les vends ». Comme ça, après, ils peuvent montrer aux autorités qu'on est tous des pilleurs. C'est honteux. Ils fichent les prospecteurs sur les forums ou sur Facebook. Là, c'est vraiment scandaleux. Et pire encore, ils dénoncent les gens. Là, on se croit revenu à la triste époque des années 30 et de la rue Lauriston. C'est scandaleux. Il y a un de leurs responsables qui va même jusqu'à encourager la dénonciation de policiers et de gendarmes pratiquant ce loisir ou ne verbalisant pas assez les prospecteurs. Alors là, c'est un message à tous les prospecteurs qui sont gendarmes ou policiers. Quand vous verrez un de ces abrutis venir à votre caserne ou au poste de police avec un de leurs tracts qui est censé vous sensibiliser sur les soi-disant dangers de la détection de métaux, j'espère que vous leur réserverez un accueil comme il se doit. Parce qu'il faut savoir que les membres de cette association archéologique, tout simplement, ils dénoncent vos collègues et font des calomnies à vos services d'inspection. Non mais c'est complètement scandaleux. Et soi-disant, on détruit le patrimoine. Non, il n'y a pas de destruction de patrimoine. Tout simplement parce que la détection est légale. La détection est légale en France, la détection est légale en Europe. On a rédigé de nombreux courriers au commissaire de la culture en Europe et à chaque fois les réponses ont été les mêmes. La détection est légale au niveau européen et si une région en France ou même si la France l'interdisait, il faudrait faire un courrier et tout simplement le commissaire se déplacerait, constaterait les faits et tout simplement infligerait une amende à la France. Il faut savoir par exemple l'interdiction préfectorale qui est dans la Picardie, si un jour quelqu'un prend le temps de le faire, on peut la faire lever sans problème, car elle est complètement illégale. Soi-disant, c'est pour nous protéger du militaria. Je vais vous dire, moi je suis de l'Oise, et je peux vous dire qu'il y a les 3/4 de la Picardie, elle n'a pas connu la Première Guerre mondiale. Donc le militaria, c'est qu'une sale excuse. La vraie excuse, tout simplement, c'est que y a un numismate véreux qui a travaillé avec des prospecteurs il y a quelques années, et qui leur a balancé des coins, et en échange, qu'est-ce qu'ils faisaient les prospecteurs? Ils venaient et ils leur vendaient les trouvailles. Alors ça s'appelle du recel, c'est honteux, le gars il est tombé, et heureusement. Mais d'un autre côté, l'agissement de minorité, ça nous est tombé dessus. Et du coup, toute la Picardie est interdite. Bon, on va revenir un petit peu à cette association qui s'est créée il y a 5 ans. C'est une association sectaire, comme on l'a dénoncé à de nombreuses fois, et ses membres, ils feraient bien de balayer devant leur porte avant de s'en prendre systématiquement aux prospecteurs. Car certains objets archéologiques dans les bourses, ils ne sont pas tous trouvés par des prospecteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là encore, on ne sombre pas dans les stéréotypes. On ne va pas dire que tous les archéologues sont des voleurs, parce qu'à ce moment-là, on ne voudrait pas mieux qu'eux. Donc, il faut rester ouvert au dialogue. Cette association, quand elle s'est créée, elle avait quand même un bon but. Son but, c'était de lutter contre les vols de patrimoine et les choses comme ça. Or, vous verrez qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus dangereuses pour le patrimoine que nous. Un conservateur véreux, un bulldozer, c'est beaucoup plus dangereux que toute une armée de prospecteurs. Tout à l'heure, je parlais de courants minoritaires au sein de l'archéologie. Cette association d'anti-UDM, comme on les appelle, anti-utilisateurs détecteurs de métaux, sachez qu'elle ne représente absolument rien du tout. C'est une dizaine de membres, qui sont virulents, et puis quelques suiveurs. Bon, il est vrai que la grande majorité des archéologues se méfient des prospecteurs, mais il est aussi vrai qu'une minorité collabore depuis des années avec nous afin de partager informations et faire avancer la connaissance. Ces gens ouverts au partenariat sont systématiquement dénoncés par les membres de cette association anti-détecteurs de métaux. Là, je vais vous raconter 2 anecdotes. Il y avait un site en France qui s'appelait Artefact, qui dépendait du CNRS et qui était alimenté par les archéologues. Dès qu'ils trouvaient des objets, ils les prenaient en photo et ils les mettaient en ligne. Mais les prospecteurs ont alimenté, et si bien qu'au bout de quelques mois, la majeure partie des objets qu'on retrouvait sur ce site venaient de prospection.
Et donc c'était très bien, c'était ce qu'on appelle une base de données participative. C'est ce qui se passe en Angleterre. Les prospecteurs trouvent, ils déclarent aux archéologues et après les archéologues achètent ou laissent aux prospecteurs l'objet. Mais au moins il a été étudié. Et ce qui intéresse les archéologues, ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est l'information. Et eux, ils ont tout compris, les Anglais. Ce qui intéresse, ce n'est pas le trésor lui-même, c'est l'information. Car avec un objet, on en apprend plein de choses sur la vie à l'époque, sur la circulation monétaire. Et bien ça, les Anglais l'ont compris. Ben nous, on ne l'a pas compris apparemment. Et pire encore, c'est que tous ceux qui voudraient mettre en place ce partenariat sont systématiquement pourchassés par cette minorité de talibans de l'archéologie qui font partie de cette association. Alors, il est aussi intéressant de noter qu'au moins 2 membres du bureau de cette association ne sont pas français. Alors ici, ça n'a aucune considération nationaliste, seulement il y a une petite chose. Ça veut dire que les gens, ils ne parviennent même pas à trouver des archéologues français pour être membres de leur bureau. C'est-à-dire que on est quand même rassuré sur le fait que la plupart des archéologues français se méfient de nous, mais d'un autre côté, ils ne sont pas prêts à aller dans les rangs de cette association extrémiste et qui utilise des méthodes honteuses. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Ça montre qu'il y a la porte ouverte à un partenariat encore. Et ça, c'est très très encourageant. Le plus drôle, en fait, ça concerne leur président. Le président de cette association, il faut quand même savoir qu'il a tout simplement été renvoyé de l'INRAP, qui est l'Institut pour la recherche préventive. C'est les archéologues qui font les fouilles préventives, tout simplement. Et vous savez pourquoi il a été renvoyé? Tout simplement pour incompétence. Oui, oui, incompétence. Quand je vous dis que c'est des pieds nickelés de l'archéologie, ce sont des losers qui n'ont aucun chantier. C'est rien. Ces gens qui ne représentent rien du tout. Ouais, donc incompétence. Et comment est-ce que ces gens-là qui ne représentent rien, qui utilisent des méthodes honteuses et qui sont incompétents, vous verrez que dans le dossier qu'on va mettre en ligne, il y a le lien avec l'article, il y a même des pétitions qui ont été faites contre cette personne-là, des pétitions d'archéologues. Comment ces gens-là, ils peuvent être crédibles? Comment certains journalistes, ils peuvent leur accorder du crédit? Comment c'est possible? Après le dossier qu'on va envoyer aux médias, donc, et qu'on vous résume ici, on pense cependant que la situation va changer et que les journalistes leur accorderont quand même beaucoup moins de crédit. Il en va de même pour les quelques politiques qui les ont écoutés. Non plus, tous les prospecteurs ne sont pas des pilleurs, comme on l'a dit. Tous les prospecteurs ne revendent pas leurs trouvailles. À ce titre, il y a un épisode assez triste qui s'est passé la semaine dernière. On a vu une fibule celtique parue dans un magazine de détection, qui justement était dénoncée par cette fameuse association. Et c'est une fibule en or celtique. Alors, soi-disant, elle a été trouvée sur une nécropole, machin. Donc là, on est carrément sur du pillage archéologique. On n'a pas le droit de publier ça. C'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, la personne qui le publie n'est pas responsable de l'endroit ou de la manière dont elle a été trouvée. Cependant, la personne qui a publié, comme par hasard, dès que l'article est sorti, il la revend sur eBay. Qu'est-ce qu'il y a de plus bête que de revendre sur eBay une trouvaille? Parce que déjà, 1, vous allez vous faire ficher, 2, c'est illégal et vous pouvez avoir des ennuis. Comme par hasard, c'est une très belle trouvaille, une fibule en or celtique de cette forme-là, c'est très très rare. Bon, il a commencé à la vendre à 500 €, puis 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et 10 000 €. Et bing, ça a disparu. Là, on a dit tout de suite dans les infos, et ça a été relayé ce week-end par le très sérieux site Rue 89. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui, les journalistes sont en grève parce que ça vient d'être acheté par le Nouvel Obs. Donc, on est vraiment sur le fil de l'actualité. Donc, Rue 89 a relayé ça et a parlé du fait que ça avait relancé la guerre entre prospecteurs et archéologues. Mais quelle guerre? Il n'y a jamais eu de guerre. Une minorité d'archéologues essaie de faire croire qu'on est en guerre, mais c'est complètement faux. Les archéologues font de l'archéologie, ce sont des professionnels. Nous, on fait un loisir. C'est pas du tout la même chose, même s'il peut exister des passerelles, on n'est pas du tout en concurrence avec eux. Pour revenir à cette fibule, en fait, tout simplement, il faut savoir que les personnes qui ont enchéri sur elle à partir de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, c'est des personnes qui ont 0 évaluation dans leur profil. Donc c'est un coup monté. La valeur, elle a été faite. Ils ont fait ce qu'on appelle du pouce en chair. Donc c'est soit des prospecteurs qui étaient en colère que cette personne fasse du tort à nos loisirs, soit c'est encore les membres de cette association qui ont fait un coup monté pour nous décrédibiliser et alimenter leur dossier. Bref, quoi qu'il arrive, c'est complètement honteux. Mais là encore, il fallait qu'on fasse cette petite mise au point. Surtout qu'on en parle beaucoup sur les forums. On va aussi préciser qu'un prospecteur ne fait pas de mal au patrimoine, car son détecteur ne dépasse pas les 30 cm. C'est une couche qui passe généralement au bulldozer sur un chantier de fouilles. Si vous avez été sur un chantier de fouilles, vous verrez que la première chose que font les archéologues, ils arrivent et ils décaissent de 10 à 50 cm. Alors c'est vrai qu'en forêt, cette couche archéologique qui les intéresse, elle peut se trouver en surface, pas forcément qu'en forêt. Mais c'est minoritaire. Donc nous, il faut savoir qu'en détection, on va dans les 20 premiers centimètres. Et vous verrez que si vous êtes prospecteur, généralement, ce qu'on trouve, c'est dans les 10 premiers centimètres. Donc, on ne fait pas de mal. On n'est pas en concurrence avec eux. On ne touche pas au patrimoine parce que de toute façon, cette couche, elle est dégagée. Alors, les hurluberlus de cette association de talibans, ils vont nous dire « Oui, mais il y a des détecteurs grande profondeur qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre. » Alors moi, je leur dis « Taisez-vous. » Pourquoi? La plus grosse boutique en France et en Europe, c'est la nôtre.
Et on est spécialisé dans les détecteurs grande profondeur. 99% des détecteurs grande profondeur qui peuvent atteindre des grosses masses, eh ben, ils sont vendus à l'étranger. On va dire qu'il y a une dizaine de machines qui sont vendues à des Français. Eh ben, je peux vous dire que ces personnes-là, vu comment c'est difficile la détection grande profondeur, eh ben, tout simplement, eh ben, elles les revendent leurs machines. Parce qu'on travaille généralement en mode tout métaux, sans pouvoir faire la différence entre les métaux. Alors faire un trou d'1,50 m pour chercher une plaque en ferraille, ben, je peux vous dire que ça décourage très rapidement les gens. Surtout que si vous faites un pillage de site archéologique, vous ne pouvez pas y aller le jour. Et la nuit, ce genre de détecteur est inutilisable parce que ça fait un cas de 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est impossible. Donc là encore, c'est un faux argument de cette association. Alors on va se demander pourquoi tous ces gens nous cherchent des poux, hein, alors que même les bulldozers détruisent chaque minute notre beau paysage, faisant bien plus de mal que tous les prospecteurs réunis. C'est un peu ce que Jean-Claude Demoule, qui était le président de l'INRAP, il avait dit à la suite du reportage. Hein. On vous le repassera aussi, celui-là. Il est sur notre site d'ailleurs. Et je crois que c'est 20 mètres carrés qui sont détruits à chaque minute en France. Alors vous pensez que bétonner un champ ou faire quelque chose comme ça, c'est moins dangereux qu'un prospecteur? Non mais c'est une plaisanterie. Hein. La prospection, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, cette association, elle trouve un certain écho par les archéologues parce qu'ils ne veulent pas de concurrence, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas des archéologues bénévoles. Les archéologues bénévoles, ça les ennuie. Ils ne veulent pas de l'archéologie privée, ces 2-3 sociétés accréditées. Il faut savoir qu'ils font la chasse à tous les archéologues qui rejoignent ces sociétés. Et les prospecteurs, on n'est pas du tout en concurrence avec eux, mais c'est l'arbre qu'ils mettent devant. Ils essaient de nous faire croire, et de faire croire aux gens qu'on abîme le patrimoine pour derrière maintenir leur monopole. Mais c'est complètement honteux. C'est juste un prétexte. C'est une cabale contre la détection de métaux qui, en fait, a une plus grosse visée derrière, c'est de maintenir leur monopole. Et vous verrez que ce sera ça qui sera démonté dans les prochains mois. Moi, je dirais que les prospecteurs, ils ne sont pas dangereux, mais ils font même avancer par leur déclaration la connaissance archéologique, historique et numismatique. Vous pourrez voir sur notre forum toutes les pièces et les objets qui ont été déclarés, que ce soit des morceaux de hache de l'âge du bronze, des choses très bizarres qui ont fait avancer la connaissance, ou alors même des trésors monétaires, comme le trésor de Mathey. Voilà. Pourquoi est-ce que ce partenariat archéologue-prospecteur ne pourrait pas fonctionner en France alors qu'en Angleterre c'est une réussite incontestable? Il y a 90% des trésors en Angleterre qui sont déclarés, alors qu'en France, tout leur passe sous le nez. Pourquoi on irait déclarer un trésor en France? Regardez Louis Fontenay, le trésor de Boucs, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a déclaré. Bing, on lui a collé un procès, on lui a spolié son bien. Mais c'est scandaleux! Donc aujourd'hui, oui, on n'est plus encouragé à déclarer. Maintenant, il faut le faire. Mais on n'est plus encouragé à le faire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire un treasure act, mais un treasure act à la française. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, on est latin. On n'est pas aussi rigoureux que les anglo-saxons. Donc c'est très bien que les règles, on a un peu plus de mal. Puis même en France, il y a des spécificités qui ne sont pas les mêmes qu'en Angleterre. Donc il est tout à fait possible de s'asseoir à une table avec les archéologues et de discuter, de faire avancer les choses. On parle souvent de l'Angleterre, mais en Allemagne, on a un système similaire. C'est-à-dire que les archéologues, les prospecteurs, on leur donne un permis pendant 1 an. Ils doivent déclarer tout ce qu'ils sont trouvés. Ils envoient ce qu'ils sont trouvés dans des rapports et ils sont invités dans certains landers à aller voir tout ce qui a été trouvé lors d'une conférence. Mais c'est absolument génial parce que là, on partage. Cette histoire de base de données participative, de partage de la connaissance, c'est la base de l'archéologie, c'est la base de l'histoire. Le patrimoine ne nous appartient pas, il n'appartient pas aux archéologues, il y a une minorité, il appartient à tout le monde. Donc ça, c'est très important, il faut s'en souvenir. La moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas laisser une minorité de prospecteurs ternir notre image. C'est pour ça que nous, sur le forum, dans le magazine, on a toujours essayé de montrer une certaine éthique. Il ne faut pas que les magasins de détection ils fassent n'importe quoi non plus. Il ne faut pas qu'ils vendent les cartes archéologiques. Il ne faut pas qu'ils rachètent les trouvailles des prospecteurs. Il ne faut pas que les magazines donnent des cotations dans leurs pages. Mais ça fait des années qu'on le répète. Et d'un autre côté, il ne faut pas que les prospecteurs se laissent embêter par des pseudo-archéologues, une minorité, 10 personnes, ou par des hurluberlus qui viennent les harceler dans les champs. Non, ils n'ont pas à le faire. La détection, elle est légale en France. Et elle n'est pas interdite. Elle ne sera pas interdite. Donc c'est un petit peu la minorité. Et donc on espère que cette petite vidéo et que ce dossier qu'on va mettre en ligne vous aidera à trouver quelques arguments si un jour vous êtes aux prises avec un de ces extrémistes. Et puis finalement, mon dernier message, il est pour les journalistes, parce qu'on a repéré un chiffre qui nous fait bondir. En fait, on dit qu'on est 10 000 prospecteurs en France. Ah, c'est absolument n'importe quoi, parce que rien que sur notre forum, nous sommes 15 000, voire 16 000 maintenant. On revendique quasiment 50 000 clients. D'autres boutiques en revendiquent 40 000. On a plus de 5 000 lecteurs par mois pour le magazine. On est numéro 1 en France et en Europe. Je ne sais pas, quand on s'entend avec les fabricants, quand on parle, il y a plus de 100 000 participants en France. On est 100 000 possesseurs de détecteurs de métaux. Alors peut-être qu'on est un petit peu moins à faire ça tous les week-ends, mais on n'est pas 10 000, on est 100 000. Donc ça montre vraiment que là-dessus, messieurs les journalistes, vous n'avez pas vraiment
Faites attention aux chiffres, vous n'avez pas vérifié vos sources. Si vraiment vous voulez une source crédible, venez nous voir. On se fera un plaisir de vous renseigner. On vous dira ce qui est vraiment la détection de loisirs, à savoir un loisir très sympa, la seule machine à remonter dans le temps, quelque chose qu'on fait en famille pour le plaisir. Ce n'est pas quelque chose de vénal.